Le 15 minutes, une émission présentée par Anna Godiche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Sok Visal, cinéaste, réalisateur, producteur et fondateur du premier label cambodgien de hip-hop et de musique alternative Clap Your Hands. Vous vous êtes donné comme mission de soutenir l'émergence de la culture au Cambodge. Sok, bonjour. Bonjour. Vous êtes né au Cambodge à l'âge de 4 ans et demi. Vous partez vivre en France pendant 18 ans et aux États-Unis pendant 2 ans. À vos 22 ans, vous revenez au Cambodge et aujourd'hui, vous gérez 3 entreprises, dont une dans le secteur musical avec notamment le label Clap Your Hands, fondé en 2005. Vous avez aussi créé une boîte de films, 802 Films. Vous êtes d'ailleurs connu pour les films In the Life of Music sortis en 2018, Crop Peak en 2013 et Poppy Goes to Hollywood en 2016. Vous avez également produit Karma Links en 2019. Enfin, vous avez une entreprise permettant d'accompagner les boîtes de production étrangères à venir produire au Cambodge. Alors, revenons sur votre arrivée au Cambodge. Comme nous l'avons mentionné, vous êtes arrivé au Cambodge à 22 ans. Comment s'est passée l'adaptation d'un point de vue personnel, peut-être au niveau de la barrière de la langue, et également d'un point de vue professionnel dans le fait d'entreprendre au Cambodge ? Je suis arrivé à 22 ans au Cambodge. Je ne connaissais pas le Cambodge, donc pour moi c'était vraiment un retour aux sources. Je connaissais juste des histoires par rapport à ce que mes parents me disaient, me racontaient. Et puis bien sûr l'inévitable histoire qui s'est passée ici pendant la guerre, les Khmers rouges, etc. Donc quand je suis arrivé ici, aucune idée de ce que je voulais vraiment faire. C'était vraiment un espèce de voyage de retour pour voir un peu ce que c'était le Cambodge, quoi, en fait. Voilà. Et donc, dès que je suis arrivé, je suis tombé amoureux du pays, quoi qu'il arrive. Ouais, je sais pas, je me suis senti vraiment chez moi et j'ai décidé de rester, en fait. Et je suis plus jamais reparti, en fait. Et donc, oui, comme tous les Cambodgiens de France qui arrivent au Cambodge, on bouge différemment, on marche différemment. Donc, on n'est pas considéré cambodgien et en plus, niveau langage, moi je connaissais un peu les basiques. Donc c'était assez difficile, mais en même temps, moi je le prenais très bien parce que moi je sors quand même d'une cité, donc je n'avais pas de problème d'adaptation en fait. Voilà. Je me suis adapté assez facilement. Au contraire, je suis immersé dans ce monde pendant 7 ans, je crois, non-stop. Donc j'ai commencé vraiment à traîner avec beaucoup de Cambodgiens locaux, même les gens avec qui je travaillais dans les diverses entreprises dans lesquelles j'étais. J'ai commencé vraiment à traîner beaucoup avec eux. Et pas trop traîner avec les gens comme moi qui venaient de l'extérieur, tu vois, même si je le faisais, bien sûr, je le faisais, j'avais toujours ce besoin de connecter avec des gens qui partageaient la même expérience que moi. Mais voilà, c'était un peu mon procédé de retour au pays. Et puis, professionnellement, bon, à l'époque, j'avais pas encore ce désir d'entreprendre, de créer des choses. En plus, c'était pas possible parce que, bon, à la base, c'est vrai que j'étais artiste en France. Donc j'étais rappeur, graffeur et tout ça, avec ce qui venait avec. Et donc arrivé au Cambodge 93, c'était presque impossible de faire quelque chose dans l'art ou dans la culture, quoi. Il n'y avait rien du tout. Et surtout après ce qui s'est passé entre 75 et 79, donc il n'y avait aucun débouché, il n'y avait aucune opportunité dans la culture ou dans l'art. Donc j'étais parti pour recommencer un peu ma vie ici. Mes parents étaient déjà revenus 1 an avant, 1 an et demi, presque 2 ans avant. Donc ils étaient déjà ici, c'est la chance que j'ai. C'est pour ça que c'était assez facile pour moi de revenir ici. J'avais mes parents. J'ai travaillé pour le ministère de l'Intérieur pendant 2 ans. Et donc je faisais ça dans la journée. Et puis le soir, histoire de gagner un peu d'argent, je donnais des cours de français à l'Alliance française. Puis après, au fur et à mesure, j'ai fait des contacts et j'ai travaillé pour Total Cambodge pendant 6 ans. Et donc revenons un peu sur le thème de la musique. D'où vous êtes venu cette passion pour le hip-hop ? Le hip-hop est arrivé en France dans les années 82, 83, 84. Je suis entré dans le hip-hop en 84, 85. Je suis un artiste, j'ai toujours été artiste dans l'âme. Dans l'âme, voilà, dans l'âme. Donc, je suis très introverti, je parlais pas beaucoup, je m'exprimais vachement avec le dessin. Et je regardais beaucoup de films, donc je regardais beaucoup de films et j'écoutais beaucoup de musique. Et en fait, le hip-hop, c'est arrivé d'abord avec le graphe. J'étais pas bon danseur, donc je suis parti dans le graphe. Et au fur et à mesure, on a décidé avec mon groupe de rapper, en fait, tous ensemble, voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le rap. Et puis, je pense que je suis quelqu'un qui écrit bien, en fait. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le rap.
On a fait quelques concerts à Paris et dans la banlieue. On n'est pas devenus des superstars, mais on était connus un peu là où on habitait. Et comment vous avez réussi à amener ce style musical au Cambodge? En fait, on ne l'a pas vraiment emmené. Je pense que les années 90 étaient vraiment l'année où le hip-hop est devenu une musique qui avait beaucoup d'influence dans la culture générale en Amérique, mais aussi en Europe, et qui commençait à se propager un peu partout dans le monde. Et donc, quand le Cambodge s'est ouvert au monde, et le Cambodge s'est ouvert en 93, le hip-hop est devenu le genre de musique un peu global, qui est devenu ce phénomène un peu global. Et à l'époque, ceux qui revenaient au Cambodge, la musique qu'ils apportaient avec eux, c'était du hip-hop. Et c'est la musique qu'on partageait avec les gens locaux, même si eux ne comprenaient pas encore à l'époque. Quoi qu'il arrive, les Cambodgiens de l'époque étaient vraiment ouverts à tout ce qui était nouveau. Tu vois, ils étaient à l'affût, ils écoutaient, voilà. Et donc, c'était pas une mission, c'est un truc qui s'est passé comme ça un peu naturellement, mais c'est vrai que à un moment, avec un copain à moi qui s'appelle DJ Soap, qui est un des précurseurs du hip-hop avec moi, on a commencé à essayer de promouvoir ça. C'est quand lui a arrêté, quelques années après, que moi j'ai repris le flambeau en fait. Et là, je ne me suis pas arrêté après. Voilà. Oui, donc c'est à ce moment-là, après, que vous avez créé le label Clap Your Hands. Voilà, Clap Your Hands est arrivé en 2005. Et donc, j'ai fait mon premier album en tant que producteur. C'était en 2001, je crois, 2001, 2002. J'ai sorti 2 albums. Ce que je faisais, c'est que je produisais, je samplais des vieilles chansons cambodgiennes des années 60-70 et je les transformais en instrumentaux hip-hop. Et puis, comme j'avais pas de rappeur, je prenais les vocaux des rappeurs de mon pote, DJ Soap, et je les prenais, je les mixais avec mes instrumentaux. Et je sortais ça comme des albums à l'époque. J'ai sorti 2 albums. Et ces albums-là étaient un peu, on les trouvait sur les marchés. J'utilisais un peu le réseau du piratage de l'époque. Et avec la propagation de la musique, les gens ont commencé à me contacter. Et donc, j'ai eu beaucoup de rappeurs qui ont commencé à me contacter, à venir me voir et tout et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Phnom Penh était tout petit. Hein. Oui. De producteurs dans mon coin, c'est devenu un collectif avec plein de gens qui ont commencé à se connecter avec moi, à se greffer avec ma musique et tout et tout. Et puis, le label est vraiment devenu un vrai label, officiellement en 2009. Et comment arrivez-vous à dénicher des profils, des nouveaux talents, pardon? Maintenant, ça fait 18 ans que je gère des artistes, en fait. Ça fait 18 ans que je trouve des talents, ou des fois je ne les trouve pas. À l'époque, les gens venaient me voir. C'est un procédé que j'adore, en fait, c'est découvrir des talents. Et je pense que je suis assez fort à ça. C'est pas seulement les talents dans la musique, mais aussi des gens professionnellement, en fait, parce que je le fais aussi dans le cinéma. En fait, c'est quand les médias sociaux ont commencé à faire un peu plus de bruit, donc Facebook et tout ça, ça a donné plus de facilité pour moi pour trouver du talent, en fait, parce que les gens commençaient vraiment à s'exprimer et à se montrer dans les réseaux sociaux. À l'époque, pas beaucoup de monde qui faisait ça. En fait, il y en avait quelques-uns et tu les voyais, tu réussissais à les repérer et tout. Et donc moi, dès que je voyais quelqu'un qui m'intéressait, voilà, je le contactais et puis je le signais à mon label, même si à l'époque on signait rien, on n'avait pas de contrat, rien du tout. Mais je l'habitais sur le label et puis on commençait à travailler ensemble. Et puis après quelques années, j'ai commencé à faire des auditions, j'ai commencé à faire un peu de casting et j'ai découvert d'autres talents à travers ça aussi. Comment, par exemple, un artiste peut-il se différencier des autres? Je sais pas comment dire, mais bon, moi je le sens. Ouais, c'est dans le feeling. Ouais, dans le feeling. C'est vraiment dans le feeling en fait. Déjà, le fait que l'artiste travaille déjà sur sa propre musique et essaie déjà de faire ses propres trucs et arrive à les partager, c'est déjà pour moi un gros truc. Donc, puis après, je regarde un peu sa manière de chanter ou de rapper et je vois un peu ce qu'il dit. Je prends beaucoup plaisir en fait à offrir cette plateforme où ils peuvent de zéro, ils peuvent devenir quelqu'un. En même temps, c'est pas facile, je veux dire, gérer des artistes, les motiver, et ça, je pense que c'est vraiment le boulot le plus dur dans le label, c'est vraiment de les gérer. Au Cambodge, non, les jeunes, en fait, ils veulent faire quelque chose. En même temps, ils n'ont pas vraiment de plan assez clair dans leur tête de ce qu'ils veulent faire. Tu vois. Donc c'est ça le truc, c'est que tu construis l'artiste, mais tu construis aussi la personne, l'humain. Et aujourd'hui, quelles sont les opportunités que ce label peut offrir aux futurs talents cambodgiens? Par rapport à l'industrie et à la scène musicale d'il y a 2 ans, il y a vraiment beaucoup de changements. En fait, maintenant, il y a beaucoup plus d'opportunités pour les artistes. Il y a plus d'opportunités pour eux de monétiser sur leur talent et sur les choses qu'ils savent faire. Il y a beaucoup d'opportunités pour eux, pour les artistes. C'est juste maintenant, c'est une question c'est pas seulement une question de talent, mais c'est aussi une question
rigueur et de discipline vraiment d'avoir des goals, d'avoir aussi une espèce de connaissance dans le business en fait. Voilà, c'est ce qui manquait à beaucoup de gens, y compris moi en tant qu'entrepreneur, parce que personne ne m'a appris à gérer un label de musique. Moi, je sais pas, j'ai jamais été entrepreneur. J'ai jamais fait d'école de business ou de commerce dans ma vie, donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. Il y a vachement beaucoup plus d'opportunités maintenant pour les artistes cambodgiens, parce que surtout ceux qui sont dans l'industrie musicale pop, c'est-à-dire commerciale, qui est différent par rapport à il y a 3 ans ou avant le Covid, c'est que maintenant les fans sont prêts à payer des billets pour aller voir leurs artistes préférés en concert. Oui. C'était pas le cas il y a 3 ans, 4 ans, parce que les gens ici au Cambodge sont tellement habitués aux concerts gratuits, payés, sponsorisés par les grosses marques de bière, que les gens n'étaient pas prêts à payer des billets pour aller voir un artiste. Si jamais ils arrivent à avoir un bon fanbase, avoir beaucoup de gens qui les suivent, dès qu'ils font un concert, je pense que les billets, ils peuvent vivre de billets, ils peuvent vivre de vente de t-shirts, de sponsoring, de plein. Donc il y a vachement plus d'opportunités pour eux. À l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait que Clappy Hands, le reste c'était que des boîtes de prod de karaoké en fait. Il n'y avait pas vraiment de label de musique qui faisait autre chose que du karaoké ou des choses un peu locaux. Alors que maintenant, il y en a beaucoup. Maintenant, il y a peut-être, je sais pas, une dizaine de labels qui font de la musique un peu originale, des trucs un peu alternatifs. Et c'est bien. C'était un peu le but en fait, c'est de créer cette industrie et d'avoir de la compétition et de créer une espèce d'économie en fait. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et on est encore au début, hein, c'est que le début, parce que ça vient de commencer. Parce qu'on a eu quand même ce retard avec le Covid qui a un peu ralenti, mais en même temps qui a donné des opportunités justement à ces labels, parce que pendant le Covid, tout ce qu'on faisait, c'était de regarder des films, écouter de la musique. Et quels sont les projets à venir pour Clap Your Hands ? On a énormément de projets. On traverse une espèce de période d'évolution en fait. Voilà. Justement, c'est par rapport justement au changement de l'industrie et de la scène musicale au Cambodge. C'est que maintenant on a une industrie. Clap Your Hands au début n'avait pas vraiment de business model. Moi, ça a commencé avec moi en train de faire de la musique dans mon salon ou dans ma chambre. Et donc, il n'y avait pas vraiment de business model. Donc, c'est devenu un label comme ça, organiquement, voilà. Et donc, on est en pleine évolution, on se transforme vraiment en business en fait. Et donc, sur le même moment, on essaie aussi de repackager tous nos artistes. C'est-à-dire que c'est vrai que il y a 10 ans ou il y a 5 ans, les gens connaissaient Clap Your Hands, mais ne connaissaient pas nos artistes. Et c'est ce qu'on fait en ce moment, on essaie vraiment de s'occuper de rebrander tous nos artistes sur des projets musicaux, des EP ou des singles et tout ça. On va lancer un nouvel artiste très bientôt, en septembre, quelqu'un de nouveau, de très frais. Et des projets de tour et des concerts. Comme ça, on essaie de voir un peu si on peut retourner en France, tourner au Japon ou en Corée, en Amérique aussi. Le travail qu'on fait là, c'est vraiment pour essayer de revenir dans l'esprit des gens et dans l'esprit et l'âme des gens. Et après, là, on commencera à refaire des concerts, des trucs comme ça. Voilà. Merci. On suivra l'actualité de Clap Your Hands de près. Oui, c'est ça. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Sok Vissal d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier Amélie Gauche, Cyrielle Polo et Kanya Won pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.